En automne 1823, la petite ville de Millbrook, en Pennsylvanie, enregistra 17 morts inexpliquées en seulement 3 mois. Ce qui rendait ces décès particulièrement troublants n'était pas leur nombre, mais le fait que chaque victime avait été préparée pour l'enterrement par la même entreprise familiale. Le salon funéraire Hartwell servait la communauté depuis plus de 20 ans, jouissant d'une réputation d'un soin méticuleux des défunts et d'une compassion sincère envers les familles en deuil. Mais lorsqu'un médecin itinérant remarqua des marques étranges sur plusieurs corps au cours d'une inspection sanitaire de routine, il mit au jour des preuves qui allaient ébranler les fondations de cette paisible bourgade de Pennsylvanie. Ce que les autorités découvrirent dans le sous-sol de l'établissement Hartwell fut si horrifiant que les registres furent scellés pendant près d'un siècle, et certains affirment que la vérité complète n'a jamais été révélée. Avant de poursuivre avec l'histoire de la famille Hartwell et de leur maison des horreurs, si vous êtes fasciné par les mystères historiques sombres comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Nous vous apportons les récits les plus glaçants du passé américain. Dites-nous aussi dans les commentaires de quel État ou ville vous nous écoutez. Nous aimons entendre notre communauté d'amateurs de mystères à travers le monde. Mais laissez-moi vous ramener dans la campagne de Pennsylvanie en 1823, où la famille Hartwell avait bâti ce qui semblait être une entreprise respectable sur des fondations d'une obscurité inimaginable. Millbrook reposait au creux des collines ondulées du sud-est de la Pennsylvanie, une communauté de 300 âmes vivant de l'agriculture, du bois et des rares voyageurs qui s'arrêtaient à l'unique auberge du village. L'année 1823 marquait une période de croissance pour la jeune République américaine. Mais les petites villes comme Millbrook restaient largement isolées des villes animées de Philadelphie et Pittsburgh. Ici, chacun connaissait les affaires de son voisin. Les enfants jouaient là librement dans les rues, et la confiance était la monnaie qui soudait la communauté. La famille Hartwell était arrivée à Millbrook en 1801, lorsque le patriarche Ézéchiel Hartwell acheta une grande maison en pierre à la périphérie de la ville et y fonda le premier salon funéraire de la région. Avant les Hartwell, les familles les préparaient dans leur mort elles-mêmes, ou faisaient appel au menuisier local pour fabriquer les cercueils. L'approche professionnelle d'Ézéchiel envers les soins mortuaires fut d'abord accueillie avec méfiance, mais ses manières respectueuses et ses prix justes lui gagnèrent rapidement la confiance de tous. Ézéchiel vivait dans le salon funéraire avec sa femme Martha, leurs 3 enfants, Josiah, Caleb et Rebecca, et le père âgé de Martha, Thomas Creed. La famille incarnait la morale protestante qui définissait la Pennsylvanie rurale. Ils assistaient aux offices du dimanche, à l'église méthodiste, participaient aux travaux communautaires, et Martha était connue pour apporter des tartes aux familles dans le besoin. Josiah, l'aîné, âgé de 26 ans, avait appris l'art de l'embaumement auprès de son père et devait reprendre l'affaire familiale. Caleb, 23 ans, aidait à la menuiserie et au creusement des tombes. Rebecca, 19 ans, assistait sa mère dans les tâches domestiques et réconfortait souvent les familles endeuillées de sa douceur. L'établissement Hartwell occupait un bâtiment en pierre à 3 étages avec une extension en bois abritant les salles de préparation. Le rez-de-chaussée servait à la fois de logement et de salon funéraire pour les veillées. Un escalier étroit menait aux chambres à l'étage, tandis qu'un autre descendait au sous-sol, transformé en salle d'embaumement et en réserve. La propriété comprenait aussi une grande grange pour la fabrication des cercueils et un petit cimetière pour ceux qui ne pouvaient payer leur sépulture ailleurs. Ce qui rendait les Hartwell particulièrement respectés était leur volonté de servir toutes les familles, quelle que soit leur situation financière. Pendant les hivers rudes où les récoltes échouaient, ils acceptaient volontiers la nourriture ou le travail futur en échange de leurs services. Cette générosité leur avait valu la gratitude de nombreuses familles et leur réputation s'était étendue aux villes voisines. En 1823, le salon funéraire Hartwell gérait presque tous les décès dans un rayon de 15 miles. Le climat politique de la Pennsylvanie cette année-là
était marqué par des tensions entre les valeurs rurales traditionnelles et l'avancée du progrès industriel. Le canal Erie était sur le point d'être achevé à New York, promettant des opportunités économiques inédites, mais aussi une menace pour l'équilibre des petites communautés. Des mouvements religieux de renouveau balayaient dans la Pennsylvanie, apportant autant de ferveur spirituelle que de bouleversements sociaux, remettant en question les structures d'autorité établies. Dans cette atmosphère de changement et d'incertitude, des institutions comme le salon funéraire Hartwell représentaient la stabilité et continuité. Pourtant, sous ce vernis de respectabilité, quelque chose de sinistre prenait racine dans la maison Hartwell. L'isolement de leur métier, la confiance que leur accordaient les familles et la nature même de leur travail ouvraient comme des possibilités que peu pouvaient imaginer. La mort était devenue non seulement leur gagne-pain, mais leur obsession, et la frontière entre soigner les morts et les créer était sur le point d'être franchie d'une manière qui entrait quiconque découvrirait la vérité. Le premier signe qu'un mal se préparait apparut le 15 octobre 1823, lorsque le docteur Samuel Harrison arriva à Millbrook pour effectuer son inspection sanitaire annuelle. Ce médecin itinérant, employé par l'État, était chargé de surveiller les épidémies et de s'assurer du respect des pratiques d'hygiène dans les zones rurales. Ces visites étaient habituellement routinières, examen des sources d'eau, des réserves alimentaires et des pratiques funéraires. Ce qui attira son attention à Millbrook ne fut pas le nombre de décès récents, mais les circonstances étranges observées lors de son inspection obligatoire du salon Hartwell. La loi de Pennsylvanie exigeait que tous les corps soient disponibles pour examen médical à la demande d'un médecin d'État. Une mesure instaurée après plusieurs épidémies de choléra. Ce matin d'automne, le docteur Harrison fut accueilli chaleureusement par Ezekiel Hartwell et son fils Josiah. Les deux hommes lui firent de visiter leurs installations, exhibant fièrement leurs équipements modernes d'embaumement et leurs salles impeccables. Tout semblait en ordre jusqu'à ce que le docteur demande à examiner 3 corps en préparation pour les funérailles à venir. Le premier était celui d'Eleanor Fairchild, une veuve de 68 ans, morte prétendument de consomption 3 jours plus tôt. En l'examinant, le docteur remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Sur son cou, à peine visible sous le col de sa robe funéraire, se distinguaient de légères ecchymoses, parfaitement alignées avec celles d'une strangulation manuelle et non d'une maladie pulmonaire. Lorsque le docteur questionna ces marques, Josiah expliqua rapidement qu'elles provenaient d'une mauvaise position du corps durant l'embaumement. L'explication semblait plausible, mais le ton tremblant du jeune homme et son regard fuyant poussèrent le docteur à examiner plus attentivement les 2 autres corps. Le second, Marcus Webb, un fermier robuste de 42 ans, était censé être mort d'une crise cardiaque dans son champ. L'examen révéla de petites perforations sur ses bras et sa poitrine, placées trop précisément pour être accidentelles. Interrogé, Ézéchiel prétendit que Webb était tombé sur des outils agricoles, mais les plaies étaient trop nettes pour cela. Le troisième corps apporta la preuve la plus accablante. Mary Patterson, jeune mère de 26 ans, était censée être morte d'une fièvre après une courte maladie. Pourtant, le docteur découvrit des traces d'une poudre blanche autour de sa bouche et sous ses ongles. Sa formation médicale lui permit de reconnaître immédiatement l'arsenic, un poison courant utilisé pour éliminer les rongeurs. Alors qu'il consignait ses observations, le docteur sentit une tension écrasante emplir la pièce. Les membres de la famille échangeaient des regards lourds de sens, leur chaleur initiale remplacée par une froide vigilance. Martha Hartwell, qui préparait le thé dans la cuisine, apparut sur le seuil avec une expression qu'on ne pouvait décrire que comme prédatrice. Même la jeune Rebecca, qui paraissait si innocente, observait la scène avec un regard empreint d'un savoir bien trop mûr pour son âge. La salle de préparation du sous-sol, que le docteur Harrison insista pour examiner plus attentivement, révéla d'autres détails troublants. Le long d'un mur se trouvaient plusieurs grands récipients, en verre, remplis de diverses solutions chimiques.
certaines contenant ce qui semblait être des organes humains, conservés à des fins inconnues. Interrogé à ce sujet, Ézéchiel prétendit qu'il s'agissait de spécimens éducatifs, destinés à mieux comprendre les maladies ayant emporté leurs clients. Mais ces organes paraissaient trop frais, et certains avaient été découpés avec une précision chirurgicale inutile pour une simple conservation. Le plus inquiétant fut un journal relié de cuir que le docteur Harrison aperçut partiellement dissimulé sous un tas de vêtements funéraires. Avant qu'il puisse l'examiner de plus près, Caleb Hartwell s'interposa rapidement, affirmant qu'il contenait des registres familiaux privés. Mais dans le bref instant où il eut le temps d'y jeter un œil, Harrison distingua des notes détaillées sur divers habitants de la communauté, mentionnant leur état de santé, leur situation familiale et leurs ressources financières. À la fin de l'inspection, le docteur se retrouva dans une position difficile. Sa formation médicale lui indiquait que plusieurs des décès récents portaient les marques d'un meurtre, mais ces preuves restaient circonstancielles, et la famille Hartwell jouissait d'un respect profond au sein de la communauté. De plus, en tant qu'étranger venu pour une simple inspection, ces accusations risquaient d'être accueillies avec scepticisme par les autorités locales, qui connaissaient et appréciaient les Hartwell depuis plus de 20 ans. Ce soir-là, alors qu'il rédigeait son rapport préliminaire à l'auberge de Millbrook, plusieurs habitants vinrent lui parler de sa visite au salon funéraire. Leurs propos révélèrent un schéma qui glaça le sang du médecin. À voix basse, ils évoquaient le nombre inhabituel de décès récents, la manière dont des personnes en bonne santé semblaient soudainement tomber malades et mourir en quelques jours, et la rapidité presque enthousiaste avec laquelle la famille Hartwell réagissait à l'annonce d'une nouvelle maladie. Un témoignage particulièrement troublant vint de Sarah Peyton, dont la mère âgée était morte 2 semaines plus tôt. Sarah confia que sa mère se portait bien jusqu'à ce que Martha Hartwell commence à lui rendre visite, lui apportant des soupes maison et du réconfort pour de simples douleurs articulaires. 3 jours après ces visites, la vieille femme tomba subitement malade et mourut avant qu'un médecin ne puisse être appelé. La famille Hartwell offrit immédiatement ses services, renonçant à ses honoraires habituels par pure compassion. Les découvertes du docteur Harrison à Millbrook n'étaient pas la première fois que des doutes planaient sur les pratiques de la famille Hartwell, bien que les soupçons précédents eussent été écartés ou oubliés par une communauté trop confiante. En explorant plus avant l'histoire de la famille, il découvrit un schéma de mort suspecte remontant à leur arrivée en Pennsylvanie plus de 20 ans auparavant. Les Hartwell étaient venus de Virginie occidentale en 1801, affirmant qu'Ézéchiel avait appris le métier auprès d'un oncle à Richmond. Ils avaient acheté leur propriété à la succession d'un propriétaire récemment décédé, en payant en pièces d'or dont la provenance semblait bien mystérieuse pour une famille se prétendant modeste. Les registres locaux indiquaient qu'au cours de leur premier hiver à Millbrook, une étrange maladie décrite comme une consomption avait emporté 8 habitants, tous préparés pour l'enterrement par le tout nouveau salon funéraire Hartwell. Au fil des ans, certains avaient fait remarquer des coïncidences troublantes liées aux décès survenus lorsque les Hartwell étaient impliqués. Des familles racontaient à quel point leurs proches semblaient décliner dès que les Hartwell offraient après leur aide, à quel point ils insistaient pour s'occuper eux-mêmes de toutes les dispositions, et comment ils dissuadaient toute demande de second avis médical ou tout délai avant l'inhumation. Mais dans une communauté soudée, où les Hartwell s'étaient montrés généreux et bienveillants, ces observations furent pas rejetées comme de simples exagérations de la douleur. Le sous-sol de l'établissement Hartwell cachait pourtant des secrets qui auraient terrifié la population si elle les avait découverts. Derrière un mur dissimulé, que le docteur Harrison n'avait pas remarqué durant son inspection, se trouvait ce qu'on ne pouvait appeler autrement qu'un laboratoire de la mort. Des étagères garnies de poisons variés, des instruments chirurgicaux bien trop perfectionnés pour un usage funéraire ordinaire, et des dessins anatomiques détaillés témoignaient d'expérimentations dépassant largement la simple préparation des défunts. Le plus accablant de tout
était la version complète du journal que le docteur n'avait aperçu qu'un instant. Ce volume relié en cuir contenait des registres méticuleux de chaque personne morte entre leurs mains, accompagnés d'observations détaillées sur l'efficacité de différentes méthodes et substances. Les écritures, rédigées par plusieurs membres de la famille au fil des années, révélaient une approche méthodique du meurtre, perfectionnée à travers la pratique et l'observation. Le journal décrivait non seulement les techniques utilisées, mais aussi la sélection minutieuse des victimes. Les Hartwell avaient développé une compréhension fine de leur communauté, identifiant les individus dont la mort serait pleurée, mais peu questionnée. Des personnes âgées sans proches, des malades chroniques ou des individus en difficulté financière. La famille avait appris à espacer ces crimes afin qu'aucun motif ne soit décelable à première vue. Une entrée particulièrement glaçante, écrite de la main soignée de Josiah, relatait le meurtre de Marcus Webb avec une précision clinique. Webb avait été choisi parce qu'il était veuf, sans famille proche, et que sa ferme bordait la propriété des Hartwell, un emplacement idéal pour faire disparaître des preuves. L'entrée notait que Webb avait été attiré au salon funéraire sous prétexte de discuter de l'achat d'un cercueil pour un voisin défunt. Une fois sur place, il avait été maîtrisé et soumis à ce que le journal appelait pudiquement des « procédures expérimentales » avant d'être tué, son corps mis en scène pour simuler une crise cardiaque. Les motivations de la famille semblaient d'être un mélange complexe de gains financiers, de satisfaction psychologique et d'une curiosité presque scientifique pour le processus de la mort. Ils dépouillaient régulièrement leurs victimes de leurs biens, mais l'argent paraissait secondaire face à leur fascination morbide pour l'acte de tuer. Plusieurs passages du journal détaillaient de leurs essais de différents poisons, leurs observations des réactions à la peur et à la douleur, et leurs efforts pour perfectionner des méthodes laissant peu ou pas de traces. Martha Hartwell se distinguait comme la plus rusée du clan. Sa spécialité consistait à se lier d'amitié avec les membres isolés ou vulnérables de la communauté, gagnant peu à peu leur confiance avant d'introduire discrètement des poisons dans la nourriture ou les boissons qu'elle leur préparait. Son apparence maternelle et sa réputation de bonté faisaient d'elle une prédatrice parfaite, capable d'approcher ses victimes sans éveiller le moindre soupçon. Les enfants avaient donc été graduellement initiés aux activités familiales à mesure qu'ils grandissaient. Rebecca, malgré son jeune âge et son air candide, savait repérer les proies de potentiel lors des réunions sociales et rapporter à sa famille les noms des personnes seules, malades ou en détresse financière. Les deux fils s'étaient spécialisés dans les aspects physiques du meurtre, apprenant à maîtriser leurs victimes et à maquiller les scènes pour éviter toute détection. Ce qui rendait l'entreprise Hartwell particulièrement sinistre, c'était son intégration parfaite dans le tissu social de la communauté. Ils assistaient aux offices religieux, participaient aux réunions municipales et entretenaient des amitiés avec les mêmes gens qu'ils assassinaient en secret. Cette double vie exigeait un degré de compartimentation psychologique qui relevait soit d'une psychopathie innée, soit d'une lente descente collective dans la folie. L'automne 1823 marqua une escalade dans leurs activités, alimentée à la fois par les opportunités et la confiance croissante dans leur impunité. L'hiver précédent avait été rude, plongeant de nombreuses familles dans la misère, ce qui rendait leurs offres d'aide encore plus tentantes. Dans le même temps, leur succès à échapper aux soupçons les rendait de plus en plus audacieux, menant au rythme accéléré de leurs crimes qui attira finalement l'attention du docteur Harrison. Celui-ci faisait face à un dilemme qui allait de mettre à l'épreuve à la fois son intégrité professionnelle et son courage personnel. Son examen médical avait révélé des preuves claires d'actes criminels, mais présenter ses conclusions aux autorités locales l'obligerait à accuser une famille respectée de meurtre systématique, une accusation qui semblerait incroyable à une communauté qui faisait confiance aux Hartwell depuis plus de 20 ans. De plus, le docteur Harrison devait poursuivre sa tournée d'inspection dans les communes voisines dans les jours suivants, et retarder son départ nécessiterait des explications qu'il n'était pas prêt à donner.
La solution vint d'une source inattendue. Lors de sa deuxième soirée à Millbrook, le docteur Harrison fut approché par Thomas Creed, le père âgé de Martha Hartwell, qui demanda une consultation médicale privée. Le vieil homme prétendait souffrir de douleurs d'estomac intenses et demanda au docteur Harrison de l'examiner loin de la maison funéraire. Ils se rencontrèrent dans l'écurie derrière l'auberge, où l'attitude de Creed se transforma immédiatement, passant de celle d'un patient faible à quelque chose de bien plus calculateur. « Docteur, » murmura Creed, les yeux fuyant nerveusement vers la rue. « Je sais ce que vous avez découvert durant votre examen aujourd'hui. Les marques, le poison, les blessures qui ne correspondent-ils pas aux causes de décès déclarées. Vous avez raison d'être méfiant, mais vous ne comprenez pas toute l'ampleur de ce qui se passe dans cette maison. » Ce que Thomas Creed révéla au docteur Harrison durant l'heure suivante dressait un tableau du mal dépassant même les soupçons grandissants du médecin. Creed expliqua qu'il avait été lentement empoisonné par sa propre famille au cours des derniers mois, éprouvant les mêmes symptômes qui avaient précédé les décès de plusieurs victimes récentes. Son âge avancé et sa santé déclinante avaient fait de lui un sujet d'expérimentation idéal pour les expériences de la famille. Mais son instinct de survie et sa connaissance de leurs méthodes lui avaient tant permis d'identifier et de contrecarrer leurs tentatives d'assassinat. Selon Creed, les activités de la famille avaient commencé comme de simples profanations de tombes. Peu après leur arrivée à Millbrook, Ezekiel avait découvert que les corps, récemment enterrés, pouvaient vite être exhumés et dépouillés de leurs bijoux, dents en or et vêtements funéraires, qui pouvaient être revendus dans des communautés éloignées. Cette activité criminelle initiale avait peu à peu évolué vers quelque chose de bien plus sinistre lorsque la famille réalisa qu'elle pouvait augmenter ses profits en créant sa propre source de cadavres. Le tournant eut lieu en 1807, lorsque la famille provoqua accidentellement la mort d'un homme gravement malade qu'elle tentait de dépouiller. Plutôt que d'affronter la justice, ils couvrirent dans le crime et découvrirent que la mort de leur victime fut aisément acceptée par la communauté comme une progression naturelle de sa maladie. Ce succès les mena à des expériences de meurtre de plus en plus audacieuses, chaque membre développant des compétences et des rôles spécialisés dans leur opération grandissante. Creed révéla que le laboratoire du sous-sol contenait des registres détaillés de plus de 40 meurtres commis au cours des 16 dernières années, avec des victimes soigneusement choisies à travers la région afin d'éviter toute détection. La famille avait développé un réseau de contacts dans les villes voisines qui les informait de cibles potentielles, des individus isolés, des voyageurs ou toute personne dont la disparition ne serait pas immédiatement remarquée. Ce qui rendait le témoignage de Creed particulièrement crédible était sa connaissance intime des méthodes de la famille et sa capacité à fournir des détails précis sur les victimes récentes que le docteur Harrison avait examinées. Il décrivit exactement comment Elena Fairchild avait été étranglée, comment Marcus Webb avait été torturé avant sa mort et comment Mary Patterson avait été lentement empoisonnée sur plusieurs semaines pendant que Martha feignait de la soigner d'une maladie imaginaire. Le vieil homme révéla également l'existence d'une fosse commune, cachée dans les bois, derrière la propriété des Hartwell, où la famille se débarrassait des victimes dont les corps ne pouvaient pas être présentés comme des morts naturelles. Ce site d'enterrement contenait les restes d'au moins une douzaine de personnes, y compris plusieurs voyageurs qui s'étaient arrêtés à la maison funéraire pour demander leur chemin ou un abri et qui n'avaient jamais été revus. Les motivations de Creed pour trahir sa famille étaient à la fois personnelles et pratiques. Il était devenu de plus en plus horrifié par leurs activités, mais surtout, il avait compris que sa propre mort était imminente. La famille s'était lassée de le soutenir, et les conversations récentes avaient clairement montré que son utilité comme sujet d'expérimentation touchait à sa fin. Son seul espoir de survie était de dénoncer leurs crimes et de chercher la protection des autorités. Le vieil homme proposa un plan qui permettrait au docteur Harrison de rassembler des preuves irréfutables tout en les protégeant, tous deux, d'une vengeance immédiate.
Creed fournirait au médecin la clé du laboratoire du sous-sol, lui permettant d'examiner les registres et preuves cachées pendant l'absence de la famille lors des offices religieux du dimanche. Cela donnerait au docteur Harrison la documentation nécessaire pour convaincre les autorités, tandis que Creed profiterait de la même occasion pour fuir chez un parent éloigné à Philadelphie. Le docteur Harrison passa le reste de la nuit à lutter contre les implications des révélations de Creed. L'ampleur des crimes était stupéfiante, impliquant des dizaines de meurtres commis sur près de 2 décennies par une famille en qui toute la communauté avait confiance et respect. Les preuves promises par Creed suffiraient probablement à obtenir des condamnations, mais elles détruiraient aussi la foi et la sécurité de centaines d'innocents qui se croyaient en sûreté dans leur petite ville. Plus troublante encore était la réalisation que le docteur Harrison lui-même était désormais en danger. Son examen des corps avait clairement éveillé les soupçons de la famille et sa présence continue à Millbrook représentait une menace pour leurs activités. Creed avertit que la famille avait déjà tué pour protéger ses secrets et qu'elle n'hésiterait pas à recommencer si elle se sentait menacée. Le plan qu'ils mirent au point nécessitait une synchronisation précise et un grand courage. Le docteur Harrison devrait accéder au laboratoire du sous-sol, documenter les preuves qu'il y trouverait et quitter Millbrook avant que la famille ne découvre ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Creed disparaîtrait durant la même période, donnant l'impression qu'il s'était simplement égaré dans sa confusion sénile. Une disparition tragique, mais pas immédiatement suspecte. Le dimanche matin se leva gris et froid, avec un souffle de novembre qui semblait pénétrer jusqu'aux os des habitants de Millbrook alors qu'ils se préparaient pour les offices religieux hebdomadaires. Le docteur Harrison avait passé une nuit sans sommeil à l'auberge, alternant entre la relecture de ses notes médicales et la remise en question de la folie du plan qu'il avait accepté d'entreprendre. Le poids des preuves de potentiel, cachées dans le sous-sol des Hartwell, pesait sur son esprit comme un fardeau physique, alourdi par la conscience que sa propre vie était désormais en jeu. Thomas Creed lui avait fourni des instructions détaillées pour accéder au laboratoire pendant l'absence de la famille, à l'église. Les Hartwell, en tant que membres éminents de la congrégation méthodiste, ne manquaient jamais les offices du dimanche et restaient généralement pour les activités sociales qui se prolongeaient bien dans l'après-midi. Cela donnerait au docteur Harrison environ 3 heures pour localiser et documenter les preuves décrites par Creed. La clé que Creed lui avait donnée était petite et ornée, conçue pour ouvrir un compartiment caché derrière un mur de pierre du sous-sol. Selon le vieil homme, ce compartiment contenait non seulement le journal complet des meurtres, mais aussi des spécimens conservés, des réserves de poison et des dessins anatomiques détaillés qui apporteraient une preuve irréfutable des crimes de la famille. Plus importante encore, il contenait une carte précise indiquant l'emplacement du cimetière secret où des dizaines de victimes avaient été enterrées au fil des ans. Alors que les cloches de l'église commençaient à sonner à travers Millbrook, le docteur Harrison se posta dans les bois derrière la propriété des Hartwell, observant la famille sortir de chez elle, vêtue de ses plus beaux habits du dimanche. Ézéchiel portait un costume noir qui lui donnait une apparence digne de ministre, tandis que Martha avait choisi une robe bleu foncé avec un col blanc qui soulignait sa respectabilité maternelle. Josiah et Caleb encadraient leurs parents, semblant les fils dévoués par excellence, tandis que Rebecca marchait sagement aux côtés de sa mère, son apparence innocente masquant l'esprit calculateur que Creed avait décrit. Ce que le docteur Harrison trouva le plus troublant, c'était à quel point la famille paraissait normale alors qu'elle se dirigeait vers l'église. Leur visage ne laissait transparaître aucune trace du mal que Creed avait décrit, aucun indice qu'ils avaient assassiné des dizaines d'innocents au cours des 20 dernières années. Ils échangeaient des politesses avec leurs voisins en chemin, souriaient aux enfants jouant dans les jardins et se présentaient comme le parfait modèle de vertu chrétienne et de valeurs familiales. Le médecin attendit une bonne demi-heure après le départ de la famille avant d'approcher la maison funéraire. Le bâtiment se dressait
silencieux et imposant sous la faible lumière automnale, ces murs de pierre gardant des secrets qui, révélés, bouleverseraient toute la communauté. Les mains du docteur Harrison tremblaient légèrement lorsqu'il utilisa la clé de Thomas Creed pour entrer par la porte du sous-sol, mais sa formation médicale l'avait préparé à affronter des réalités troublantes, et il se força à avancer méthodiquement. Le sous-sol paraissait d'abord exactement comme lors de son inspection officielle, propre, ordonné et entretenu avec un professionnalisme irréprochable. Les tables d'embaumement étaient impeccables, les solutions chimiques correctement étiquetées et rangées, et les quelques corps sous leur garde reposaient paisiblement sous des draps blancs. Ce n'est que lorsque le docteur Harrison examina les murs de plus près qu'il découvrit l'entrée dissimulée que Creed avait décrite. Derrière une section de mur de pierre, identique au reste du sous-sol, une petite clé ouvrit un panneau secret qui révéla une chambre d'horreur au-delà de ses pires cauchemars. La pièce cachée était plus vaste que le sous-sol principal, s'étendant sous toute la maison et jusque dans la colline derrière. Des étagères qui tapissaient déjà les murs, remplis de centaines de bocaux de verre contenant des organes humains conservés, chacun soigneusement étiqueté avec des dates et ce qui semblait être des notes expérimentales. Le journal des meurtres occupait une place d'honneur sur un lutrin en bois au centre de la pièce. Le volume relié en cuir était épais, couvert d'années d'entrées écrites de plusieurs mains, mais toutes marquées par la même rigueur scientifique appliquée à l'acte de tuer. La formation médicale du docteur Harrison lui permettait d'en comprendre les aspects certes techniques, mais la précision clinique avec laquelle la famille avait documenté ses crimes était peut-être encore plus terrifiante que les meurtres eux-mêmes. Chaque entrée suivait un format identique: identification de la victime, méthode d'approche, technique employée pour tuer, observation sur les réactions de la victime et notes pour références futures. Les pages révélaient une progression, passant de simples empoisonnements à des méthodes de plus en plus sophistiquées, fruit d'années de pratique et de perfectionnement. Les entrées récentes montraient des expériences chirurgicales apparemment réalisées sur des victimes vivantes afin d'en étudier les effets. Ce qui choqua le plus le docteur Harrison fut de découvrir que les activités de la famille s'étendaient bien au-delà de Millbrook. Le journal documentait des meurtres dans au moins 6 cantons différents de Pennsylvanie, les victimes ayant été choisies au gré des déplacements de la famille lorsqu'elle offrait ses services funéraires à des clients éloignés. Ils avaient mis au point un système pour identifier les individus vulnérables dans chaque communauté, revenant souvent des mois plus tard pour commettre leurs crimes dans des endroits où ils seraient moins soupçonnés. Les dessins anatomiques étaient encore plus troublants que les écrits. Des illustrations détaillées montraient la progression de diverses procédures expérimentales, accompagnées de notes précises sur les techniques qui provoquaient le plus de peur chez les victimes et celles qui étaient les plus efficaces selon les profils. Ces dessins révélaient que la famille ne considérait pas ses victimes comme des êtres humains, mais comme des sujets d'études scientifiques abordant le meurtre avec la même rigueur méthodique que des chercheurs légitimes appliqueraient à des spécimens animaux. Alors que le docteur Harrison poursuivait son examen de la chambre secrète, il perçut des voix à l'extérieur du bâtiment. Jetant un coup d'œil à sa montre de poche, il réalisa avec angoisse qu'il se trouvait dans le sous-sol depuis plus de 2 heures, absorbé par la documentation des preuves qu'il venait de découvrir. Les voix se rapprochaient et il reconnut la cadence distincte de la voix d'Ezekiel Hartwell. La famille rentrait de l'église bien plus tôt que prévu. Pris de panique, le docteur Harrison comprit la précarité de sa situation. Il était piégé dans la chambre secrète, entouré de preuves accablantes des crimes de la famille. S'il découvrait sa présence, il le tuerait, sans hésiter. Les voix s'approchaient du bâtiment. Il entendait désormais des pas sur le porche en bois, au-dessus de sa tête. S'il tentait de fuir par la porte du sous-sol, il tomberait directement sur eux, mais rester caché dans la chambre ne ferait que retarder sa découverte jusqu'à ce qu'ils viennent de vérifier leur secret.
Alors qu'on pensait que l'enquête du docteur Harrison allait révéler la vérité sur la famille Hartwell, la situation prit une tournure mortelle. Dans sa recherche désespérée d'une issue alternative, le docteur Harrison remarqua que la chambre secrète s'étendait plus loin qu'il ne l'avait d'abord cru. Au fond de la pièce, partiellement dissimulée derrière des rangées de bocaux, se trouvait une autre porte qui semblait mener plus profondément dans la colline. Les voies se rapprochant dangereusement, il n'eut d'autre choix que de s'aventurer dans ce passage inconnu, espérant qu'il mènerait à la liberté plutôt qu'au cœur du cauchemar qu'il venait de mettre au jour. Le passage étroit derrière la chambre des spécimens conduisit le docteur Harrison à travers un tunnel creusé à la main, s'enfonçant profondément dans la colline derrière la propriété des Hartwell. Les parois, taillées dans la pierre brute avec des outils rudimentaires, montraient les traces d'années d'élargissement progressif. À la lueur d'une bougie trouvée dans la chambre, le médecin commença à comprendre l'ampleur réelle des activités de la famille Hartwell. Le tunnel débouchait sur une caverne naturelle, transformée en ce qu'on ne pouvait appeler autrement qu'un ossuaire. Des restes humains jonchaient la caverne, certains soigneusement disposés sur des étagères de pierre, d'autres simplement entassés dans les coins. L'odeur de mort et de décomposition était insupportable, mais le sang-froid professionnel du docteur Harrison lui permit d'examiner la scène malgré l'horreur. Ce qu'il découvrit dans cette nécropole souterraine révéla toute l'ampleur des crimes de la famille. Les restes d'au moins 40 individus, à différents stades de décomposition, représentant des décennies de meurtres systématiques. Certains corps portaient les traces des procédures expérimentales décrites dans le journal, tandis que d'autres semblaient avoir été tués rapidement et efficacement. Des effets personnels, bijoux, vêtements, pièces de monnaie, gisaient parmi les ossements, confirmant que le vol avait bien été un motif important de nombreux meurtres. Le plus terrifiant était une section de la caverne où les victimes récentes étaient exposées presque comme des trophées. Le docteur Harrison reconnut les vêtements et les bijoux de plusieurs personnes qu'il avait examinées lors de son inspection officielle, prouvant que les Hartwell assassinaient leurs clients, au lieu de simplement préparer des morts naturelles pour l'enterrement. La disposition clinique de ces corps suggérait que la famille visitait régulièrement cette chambre souterraine, peut-être pour revivre leurs crimes ou poursuivre leurs macabres expériences. Alors que le docteur Harrison consignait ses découvertes, il entendit des voix résonner dans le tunnel derrière lui. Les Hartwell avaient découvert son absence de l'auberge et avaient manifestement trouvé des indices de son intrusion. Plusieurs voix appelaient son nom, non pas avec inquiétude, mais avec la patience prédatrice de chasseurs traquant une proie acculée. Le réseau de grottes comportait plusieurs sorties, et le docteur Harrison parvint à s'échapper par une ouverture étroite menant à la colline boisée, au-dessus de la propriété Hartwell. De là, il aperçut la famille fouillant les environs de la maison avec l'efficacité méthodique de personnes rompues à ce genre de recherche. Il devint évident que le docteur Harrison n'était pas le premier à découvrir leurs secrets, et la manière organisée dont il fouillait les lieux suggérait que les précédents enquêteurs n'avaient pas survécu à leur découverte. La fuite du médecin hors de Millbrook mobilisa toutes ses connaissances en survie et une grande part de chance. Il dut abandonner ses affaires à l'auberge et traverser la campagne pour atteindre la ville la plus proche, évitant les routes où les Hartwell pourraient le poursuivre. Sa trousse médicale contenait assez de preuves pour convaincre les autorités, mais il devait atteindre une zone civilisée avant que la famille ne puisse le réduire définitivement au silence. Ce que le docteur Harrison ignorait, c'est que Thomas Creed n'avait pas réussi à s'échapper comme prévu. Le vieil homme avait été surpris alors qu'il tentait de quitter la maison et avait été confronté à sa famille au sujet de sa trahison. Sous la torture, Creed avait tout avoué. Sa collaboration avec le docteur Harrison, les plans de celui-ci pour documenter leurs crimes et les dénoncer aux autorités. Cette révélation avait poussé la famille à rentrer plus tôt de l'église et à commencer leur chasse à l'homme. Plus sinistre encore,
elle les avait convaincus que leur opération à Millbrook n'était plus viable. Plutôt que d'éliminer simplement le docteur Harrison et de continuer leur activité, ils avaient décidé d'abandonner leur base établie et de déménager dans une nouvelle communauté où ils pourraient recommencer à zéro. Le départ des Hartwell de Millbrook fut planifié avec autant de soin que leur crime. Ils prétendirent qu'Ézéchiel avait reçu un message urgent concernant un parent mourant dans l'Ohio, nécessitant un voyage immédiat qui pourrait les tenir éloignés pendant plusieurs mois. La maison funéraire serait temporairement fermée, et ils demandèrent à leurs voisins de surveiller leur propriété pendant leur absence. Pour la plupart des habitants, cela semblait être une urgence familiale, raisonnable, nécessitant sympathie et soutien. Ce que la population ne savait pas, c'est que les Hartwell détruisaient donc méthodiquement les preuves de leurs crimes avant de partir. La chambre secrète fut vidée et scellée. Le système de grotte fut partiellement effondré pour cacher les restes qu'il contenait, et toutes les preuves documentaires de leurs activités furent soit détruites, soit emballées pour être transportées vers leur nouvelle destination. Lorsque le docteur Harrison atteignit les autorités à Philadelphie 3 jours plus tard, la famille Hartwell avait complètement disparu, ne laissant derrière elle qu'une maison funéraire vide et une communauté qui ne soupçonnerait jamais les horreurs qui s'étaient déroulées sous ses yeux. Le compte rendu du docteur Harrison sur ces découvertes fut accueilli avec scepticisme par les autorités de Philadelphie, qui eurent donc du mal à croire qu'une famille respectée puisse avoir commis des crimes aussi étendus sans être détectés. Les preuves du médecin étaient convaincantes, mais beaucoup avaient donc été détruites ou cachées lorsque les enquêteurs atteignirent Millbrook. Les peu rares restes qu'ils purent récupérer dans le système de grottes partiellement effondré étaient insuffisants pour soutenir toute l'ampleur des accusations du docteur Harrison. L'enquête qui suivit fut entravée par la résistance de la communauté à croire des choses aussi terribles à propos de la famille Hartwell. Les habitants fournissaient des références de caractère, affirmant que les Hartwell avaient en été des voisins généreux et attentionnés qui n'avaient jamais pu commettre les crimes décrits par le docteur Harrison. Sans la famille présente pour interroger, et avec la plupart des preuves physiques détruites, les autorités furent contraintes de conclure que, bien que des circonstances suspectes existent, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour justifier une chasse à l'homme massive. La disparition de Thomas Creed fut expliquée par la famille comme la divagation d'un vieil homme sénile devenu confus et perdu dans les bois. Les équipes de recherche ne trouvèrent aucune trace de lui, et son sort resta officiellement inconnu, bien que le docteur Harrison n'ait aucun doute que Creed avait payé le prix ultime pour avoir tenté de révéler les crimes de sa famille. Les répercussions des découvertes du docteur Harrison hantèrent à la fois lui-même et la communauté de Millbrook pendant des années. Le médecin soumit des rapports détaillés aux autorités de l'État, mais sans la famille Hartwell pour interroger, et avec la plupart des preuves physiques détruites, l'affaire fut finalement classée comme non concluante et rangée dans la bureaucratie croissante du gouvernement de Pennsylvanie. Le docteur Harrison ne cessa jamais de croire à ce qu'il avait vu et dépensa des ressources personnelles considérables pour tenter de retrouver la famille Hartwell. Ces enquêtes révélèrent un schéma de disparition similaire et de morts suspectes dans plusieurs communautés de l'Ohio entre 1824 et 1825. Mais lorsqu'il put alerter les autorités locales, la famille avait de nouveau disparu. Au cours de la décennie suivante, le docteur Harrison documenta des schémas similaires dans l'Indiana, l'Illinois et finalement le territoire du Missouri, arrivant toujours trop tard pour empêcher d'autres meurtres ou capturer les auteurs. Les habitants de Millbrook furent laissés à affronter la possibilité qu'ils aient vécu aux côtés de meurtriers systématiques pendant plus de 2 décennies. Certains résidents refusèrent de croire le récit du docteur Harrison, insistant sur le fait que les Hartwell avaient donc été de bons voisins faussement accusés. D'autres commencèrent à réexaminer les morts son passé avec suspicion, se demandant combien de leurs amis et proches avaient réellement été assassinés
plutôt que décédé de cause naturelle. Le bâtiment de la maison funéraire Hartwell resta vide pendant près de 2 ans avant d'être acheté par un commerçant de Philadelphie qui le transforma en magasin général. Les habitants locaux hésitaient à pénétrer dans le bâtiment et il fallut des années pour que la communauté accepte pleinement sa nouvelle fonction. Le sous-sol fut définitivement scellé et personne ne montra d'intérêt pour explorer le système de grotte décrit par le docteur Harrison. Peut-être plus tragiquement encore, la peur et la méfiance créées de par l'affaire Hartwell changèrent fondamentalement le caractère de Millbrook. La confiance et l'ouverture qui avaient défini la communauté pendant des générations furent remplacées par la méfiance et le doute. Les voisins commencèrent à se regarder avec suspicion. La mort devint une source de peur plutôt que d'acceptation, et la foi simple qui avait uni la communauté fut irrévocablement fracturée. Le docteur Harrison poursuivit son travail en tant que médecin itinérant, mais il fut à jamais changé par ce qu'il avait vu à Millbrook. Il développa une attention presque obsessive aux détails lors de ses inspections, examinant chaque décès avec le soin d'un enquêteur criminel plutôt que d'un fonctionnaire sanitaire ordinaire. Ses collègues le considéraient désormais comme excentrique, voire paranoïaque. Mais le docteur Harrison savait que le mal pouvait se cacher derrière les façades les plus respectables. En 1847, près de 24 ans après son expérience à Millbrook, le docteur Harrison reçut une lettre qui allait confirmer ses convictions de longue date et fournir un dernier chapitre glaçant à l'histoire des Hartwell. La lettre provenait d'un shérif du territoire de l'Oregon, où l'expansion vers l'ouest avait conduit des milliers de colons à chercher de nouvelles opportunités dans les confins de la frontière américaine. Selon le shérif, une famille nommée Caldwell avait exploité une maison funéraire dans une petite colonie de l'Oregon pendant 3 ans avant d'être découverte dans des circonstances remarquablement similaires à celles que le docteur Harrison avait découvertes en Pennsylvanie. Le shérif avait consulté les anciens rapports du docteur Harrison dans les archives fédérales et reconnu les mêmes schémas de mort suspectes, d'empoisonnement systématique et de lieux d'inhumation cachés. Lorsque les autorités mirent enfin la main sur l'établissement Caldwell, elles découvrirent des preuves d'au moins 30 meurtres commis au cours de leurs 3 années en Oregon. Plus significatif encore, elles découvrirent des documents prouvant que les Caldwell étaient en réalité la famille Hartwell, qui avait migré vers l'ouest à travers l'Amérique pendant plus de 20 ans, établissant de nouvelles identités et poursuivant leurs pratiques meurtrières dans chaque nouvelle communauté. La famille fut capturée vivante et, lors de leur interrogatoire, elle avoua des crimes s'étendant sur près de 30 ans et couvrant 8 États différents. Leur nombre total de victimes dépassait 120 individus, faisant d'eux l'une des familles de tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. Ezekiel Hartwell, désormais appelé Ezekiel Caldwell, avait 73 ans, mais restait mentalement alerte et ne montrait aucun remords pour ses crimes. Martha, Josiah, Caleb et Rebecca poursuivaient de tout leur rôle dans l'opération familiale, perfectionnant leurs techniques et étendant leurs méthodes à chaque nouveau lieu. Les aveux de la famille révélèrent l'ampleur complète de leurs crimes et apportèrent une clôture à des dizaines de disparitions non résolues à travers la frontière. Ils décrivirent en détail comment ils avaient perfectionné leur système pour sélectionner les victimes, établir leur crédibilité dans de nouvelles communautés et se débarrasser des preuves. Plus glaçant encore, ils exprimaient de la fierté pour leur réussite, se voyant comme des entrepreneurs à succès, ayant simplement choisi une branche d'activité inhabituelle. Ezekiel Hartwell fut exécuté par pendaison à Salem, Oregon, en décembre 1847, suivi de sa femme Martha et de son fils Josiah. Caleb fut condamné à la prison, à vie où il mourut de pneumonie en 1852. Rebecca, encore relativement jeune et affirmant avoir été contrainte par sa famille, reçut une peine de 20 ans, mais mourut en prison de cause inconnue en 1851. La révélation de l'ampleur réelle des crimes de la famille Hartwell
provoqua un choc dans les communautés américaines où ils avaient opéré. Les familles, qui leur avaient bien confié leurs moments les plus vulnérables, réalisèrent qu'elles avaient été en présence de meurtriers calculateurs. L'affaire devint un exemple de prudence contre la confiance aveugle envers des étrangers, aussi respectables soit-ils en son apparence. Le docteur Harrison, alors dans sa soixantaine, se rendit en Oregon pour assister à l'exécution d'Ezekiel Hartwell et enfin confronter l'homme qui hantait ses pensées depuis plus de 20 ans. Les deux hommes s'entretenaient brièvement avant l'exécution, et Hartwell exprima sa surprise que le docteur Harrison ait survécu à sa découverte à Millbrook, affirmant que plusieurs autres enquêteurs au fil des ans n'avaient pas eu cette chance. Dans leur dernière conversation, Hartwell révéla un dernier détail troublant. La famille avait formé d'autres individus à leur méthode, des apprentis qui avaient établi leurs propres opérations dans différentes parties de la nation en expansion. Il affirmait qu'au moins 3 autres familles poursuivaient des pratiques similaires, mais il refusa de fournir des détails pouvant aider les autorités à les localiser. Cette révélation fit en sorte que les dernières années du docteur Harrison seraient passées dans la conscience que le mal qu'il avait découvert à Millbrook continuait de se répandre à travers l'Amérique. La communauté de Millbrook ne se remit jamais complètement de la révélation que leurs voisins de confiance avaient été des meurtriers systématiques. La ville déclina progressivement à mesure que les familles partaient, incapables de supporter le poids de leur histoire commune. En 1860, Millbrook fut entièrement abandonnée et la forêt commença à reprendre les bâtiments où tant d'horreurs avaient été cachées. Aujourd'hui, peu de traces demeurent des crimes de la famille Hartwell. Les bons rapports officiels furent enterrés dans les archives gouvernementales. Les articles de journaux furent oubliés et les communautés qu'ils avaient terrorisées tentèrent d'effacer toute mémoire de leur présence. Mais pour ceux qui étudient les chapitres les plus sombres de l'histoire américaine, l'affaire Hartwell rappelle que le mal peut prospérer n'importe où, caché derrière des masques de respectabilité et protégé par la confiance et l'innocence qu'il cherche à détruire. L'histoire de la maison funéraire Hartwell démontre comment des tueurs en série pouvaient agir impunément à une époque où la communication et la coordination des forces de l'ordre étaient limitées. Elle montre comment les prédateurs pouvaient exploiter la confiance humaine naturelle qui unissait les communautés, utilisant cette même confiance comme arme contre leurs victimes. Surtout, elle révèle comment des gens ordinaires, médecins, voisins, membres de la famille, pouvaient parfois détenir le pouvoir de révéler de grands maux, mais seulement s'ils étaient prêts à regarder au-delà des apparences et à agir sur leurs soupçons. Le docteur Harrison passa ses dernières années à documenter tout ce qu'il avait appris sur l'affaire Hartwell, espérant que ces archives pourraient un jour aider d'autres enquêteurs à reconnaître des schémas similaires de crimes. Il mourut en 1853, emportant avec lui la connaissance intime de l'une des entreprises criminelles familiales les plus horrifiantes d'Amérique. Ces 2 notes détaillées furent découvertes parmi ses papiers et finirent par être conservées dans les archives fédérales, où elles demeurent aujourd'hui comme témoignages de crimes qui choquèrent même les enquêteurs qui les avaient découverts. L'héritage de la famille Hartwell s'étend au-delà de leurs victimes immédiates pour englober les changements fondamentaux qu'ils provoquèrent dans chaque communauté qu'ils touchèrent. Ils détruisirent le sentiment de sécurité qui permettait aux petites villes de fonctionner comme des familles élargies, remplaçant la confiance par la méfiance et l'innocence par la lassitude. De cette manière, leur impact sur la société américaine dépassa largement les individus qu'ils avaient assassinés, touchant le tissu même de la vie communautaire dans la nation en expansion. Ce mystère nous montre à quel point le mal peut facilement se déguiser en respectabilité et comment les institutions mêmes auxquelles nous faisons confiance pour le réconfort dans nos heures les plus sombres peuvent parfois abriter nos pires cauchemars. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé sur les crimes de la famille Hartwell? Ou y a-t-il peut-être eu des secrets encore plus sombres qui sont morts avec eux? Laissez votre commentaire ci-dessous
et dites-nous si vous avez entendu des histoires similaires dans l'histoire de votre propre région. Si vous avez aimé ce récit et souhaitez d'autres histoires d'horreur historique comme celle-ci, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec quelqu'un qui adore les mystères sombres. Le passé recèle de nombreux secrets et nous continuerons à les explorer ensemble. À la prochaine vidéo.